l'équipe du Centre des Massues à Lyon vous présente le traitement orthopédique des scolioses non opérables de l'adulte. Cette femme de 65 ans présente une scoliose lombaire évolutive apparue à l'âge de 47 ans. Les manifestations douloureuses, vives et invalidantes, rebelles au traitement médicamenteux et rééducatif habituel, nous conduisent à lui proposer un traitement orthopédique. La première étape est essentiellement... Au cours de la polyarthrite rhumatoïde, l'inflammation articulaire fragilise les articulations. La prolifération de la synoviale détruit progressivement le cartilage, les tendons, les ligaments, l'os. Les contraintes de la vie de tous les jours facilitent et aggravent les déformations et détériorations articulaires. La protection articulaire fait appel à une économie de gestes permettant de diminuer ces contraintes. Aussi, faut-il éliminer les mouvements qui tendent à reproduire les déformations. La torsion des doigts, l'inclinaison du poignet, le pouce déformé en Z. Il importe de diminuer les contraintes, le poids des objets, la résistance au mouvement, les préhensions longtemps maintenues. Il faut contrôler les positions de repos et ménager des temps de détente entre les diverses activités. Que faire? Suppléer les gestes douloureux, contraignants ou impossibles, dans un but préventif ou palliatif. On dispose de diverses solutions. Apprendre des gestes nouveaux et simples, sans composantes nocives. Concevoir et réaliser des aides techniques, utilisant des bras de levier, allongeant les manches, facilitant l'empaumement en grossissant la prise. Certaines de ces aides techniques existent dans le commerce, mais le plus souvent, elles sont réalisées après études personnalisées des besoins, et ce, de façon artisanale. Il faut éviter la standardisation. Il faut aménager l'habitat, chaque fois que cela est possible, le plus simplement et le plus économiquement. La protection articulaire est enseignée par les ergothérapeutes au sein de l'équipe soignante pluridisciplinaire du rhumatisant. Elles ont la compétence et la disponibilité nécessaires. L'enseignement de la protection articulaire se fait soit comme ici, dans un appartement thérapeutique témoin, mais les meilleures adaptations se font au domicile du patient. D'abord, les bases théoriques de la méthode, en particulier les courbes qui expriment l'apparition de la fatigue musculaire locale lors du travail statique continu et du travail statique intermittent. Voici ici un travail expérimental que l'on doit à Monod et qui montre des durées variables de contraction musculaire pour arriver à ce qu'on appelle la fatigue musculaire locale. Cette courbe a été établie en fonction d'une part d'un travail statique continu que l'on voit ici dans la courbe de la plus à gauche, et ensuite en introduisant une notion de temps de repos entre les temps de travail.
Deux parties sont particulièrement intéressantes dans toutes ces courbes. L'une, la plus à gauche, qui est le travail statique continu, qui donne ce qu'on appelle une force critique qui s'évalue autour de à peu près environ 20%, au-dessous de laquelle la contraction statique peut être absolument indéfinie, alors que si le temps est plus court, on aboutit à ce qu'on appelle la fatigue musculaire locale. En se servant de ce principe, on arrive à établir une épreuve de fatigue quelque part entre le 100% et le 20%, avec des forces qui sont de l'ordre de 30, 40, 50 ou 60 ou 80%, donc une fraction de la force maximale du malade, et on arrive à aboutir à la fatigue musculaire locale. Par la suite, il n'y a eu plus qu'à établir une ABAC, ce qui fut fait, et qui permet de déduire par le calcul la force maximale théorique. Le statergomètre est un appareil de rééducation permettant l'évaluation de la force musculaire et la programmation d'exercices de musculation en travail statique. Cet appareil comporte un capteur à jauge de contrainte permettant la mesure des forces, un microprocesseur, un clavier de commande, un galvanomètre, des afficheurs alphanumériques avec la possibilité d'une lecture directe de la force appliquée au capteur en newton ou de l'affichage des données pour les exercices de musculation. De même, des voyants de signalisation facilitent le suivi des programmes de rééducation. La BAC établie à partir de la courbe de Monod a été introduite dans l'appareil qui calcule automatiquement la valeur de la force maxima théorique lors d'une épreuve de fatigue dans un temps limité, à partir d'une fraction de la force mesurée auparavant chez le patient. Nous le voyons ici sur le quadriceps ou encore le moyen fessier. Deuxième chose, cet appareil permet de faire du travail statique intermittent. On sait que le travail statique intermittent, qui alterne temps de travail et temps de repos, permet de faire un travail de musculation d'autant plus efficace que l'on arrive précisément à cette fatigue musculaire locale. En dehors des causes malformatives du type anomalie fibreuse, anomalie d'insertion des muscles, côte cervicale, la plupart des syndromes de compression vasculo-nerveuse dans la traversée cervico-thoracique résultent d'un déséquilibre morphodynamique au profit des abaisseurs du scapulum et au détriment des élévateurs. Ceci a pour conséquence de fermer les défilés stratégiques qui sont essentiellement la pince costo-claviculaire, le défilé des scalènes et le bord inférieur du petit pectoral, avec comme conséquence des troubles de la circulation de retour veineuse, de la circulation artérielle et des troubles nerveux périphériques radiculaires portant principalement sur les racines inférieures du plexus brachial. La kinésithérapie est l'élément essentiel du traitement de ces syndromes de compression vasculo-nerveuse. La chirurgie ne doit intervenir qu'après échec de cette kinésithérapie ou bien en cours de troubles permanents et majeurs du type thrombose veineuse ou artérielle. Donc nous allons voir les principaux éléments de cette kinésithérapie qui comportent un élément de détente de toute cette musculature, un élément de détente au niveau des muscles inspirateurs accessoires, c'est-à-dire des scalènes, et puis un renforcement sélectif des muscles élévateurs antépulseurs du scapulum, principalement du faisceau moyen du trapèze. Nous verrons ensuite une partie qui est fondamentale, c'est-à-dire les exercices que le patient doit faire seul chez lui, en dehors des séances de rééducation. Et enfin, nous terminerons par la mise en place d'un dispositif de contention élastique adhésive que l'on va mettre en place pour 8, 10 jours, 15 jours selon les cas. Alors la kinésithérapie est l'élément principal du traitement et parmi ses principaux objectifs et moyens, il faut distinguer un temps de détente de toute la musculature cervico-scapulaire qui utilise le massage, les mobilisations passives en évitant les rotations trop importantes du côté du syndrome. Mettez-vous sur le côté. Les manœuvres de détente
de l'ensemble du scapulum. Avec du contracté relâché aussi. Ici, en décubitus ventral bord de table, poussé, relâché. Résister, relâché. Relâché. Le travail musculaire est principalement axé sur le plan cervico-dorsal postérieur qui va servir d'amarre au scapulum. Allez, résistez, 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 très fort, encore, 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 relâchez. Résistez, fort, encore, 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 relâchez. Et puis bien entendu, et surtout, je dirais, de l'élévation du scapulum avec élément d'antépulsion. Résistez, 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 relâchez. La rééducation ventilatoire comporte un temps primordial d'éducation de la respiration diaphragmatile et costale inférieure. Allez-y, inspirez, gonflez bien le ventre, gonflez, 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 soufflez, rentrez le ventre, soufflez, 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 soufflez. Essayez de paumer le bras. Allez-y, gonflez, 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 gonflez. Soufflez, soufflez, rentrez le ventre, rentrez, rentrez, appuyez là, ici sur le bas. Allez-y, encore une fois, gonflez, 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 levez ici, levez, levez, là, là, sous mes deux, sous ma main, soufflez. Et ce n'est qu'en fin de rééducation qu'on amènera petit à petit la ventilation costale supérieure. Voilà. Les séances de kinésithérapie doivent être prolongées impérativement par des exercices réguliers faits au domicile, au moins matin et soir. Ils peuvent comporter un premier type d'exercice qui consiste à faire travailler l'élévation du scapulum avec un poids dans chaque main, ne pas oublier le temps expiratoire à la montée des épaules. Le même type d'exercice peut être réalisé en effectuant une élévation latérale des bras, toujours en soufflant pendant l'ascension. En général, 3 séries de 10 matin et soir sont suffisantes à condition de les prolonger plusieurs mois, plusieurs années. Parmi les autres exercices, on peut retenir des petits mouvements de rotation et de latéroflexion du cou, régulièrement faits matin et soir, et puis quelques-uns des exercices qui étaient faits au cabinet, ventilatoires en particulier, et travail des extenseurs du dos et du cou. La pose d'un dispositif de contention élastique adhésive peut être très utile pour maintenir une élévation passive des scapulums pendant une quinzaine de jours. Il faut éviter l'adduction des omoplates tout en maintenant l'élévation. Écartez le bras. Voilà, les épaules levées. Voilà. Les orthèses d'orteil ou orthoplasties sont de petits appareillages réalisés sur mesure qui permettent soit de soulager les conflits douloureux, soit de posturer et prévenir la déformation des orteils. Ainsi, on peut distinguer 2 types d'orthèses, les orthèses de protection et les orthèses posturales. Premièrement, les orthèses de protection s'adressent aux déformations irréductibles. Elles isolent une zone douloureuse entrant en contact avec la chaussure en reportant les pressions sur les zones voisines. Les orthèses posturales sont de 2 types. Les orthèses de marche, souples, portées dans la chaussure, exercent sur l'orteil des forces permettant la réduction partielle ou totale des déformations. Les orthèses nocturnes, rigides, réalisent des postures pendant les périodes de repos. Les orthèses sont fabriquées à partir d'élastomères souples pour les orthèses de jour et de thermoformables rigides pour les orthèses de posture de repos.
Pour fabriquer une orthèse protectrice de quatrième orteil, on va mouler l'orthèse sur le pied en décharge, en donnant à l'élastomère la forme que l'on désire par modelage manuel. Ici, l'on dégage le corps dorsal, qui ne doit pas être recouvert par l'orthèse, et on façonne deux languettes sous-digitales pour agripper l'orthèse aux orteils voisins, et la butée en arrière du corps qui va protéger celui-ci en absorbant les pressions de la chaussure. L'orthèse doit être la plus fine possible, mais suffisamment haute néanmoins pour rester efficace. On peut également réaliser des orthèses interdigitales qui viseront à éviter les conflits de serrage dans les espaces. Pour les orthèses de posture, on réalise l'orthèse sur le pied en charge ou en demi-charge sur le podoscope après avoir replacé les orteils en position corrigée. On place alors l'élastomère dans l'espace sous-digital afin d'empêcher la rétraction des orteils en griffe. On peut adjoindre à ces orthèses des éléments de protection dorsale qui peuvent venir se greffer sur le socle plantaire. Toutes les combinaisons sont possibles et doivent être moulées directement sur le pied du patient tout en veillant à garder la position corrigée que l'on désire. Pour les orthèses de repos, on utilise des plastiques thermoformables que l'on va mouler à chaud directement sur le pied en corrigeant la déformation. Ces matériaux permettent un moulage exact de la pathologie. Ils ont l'avantage de pouvoir être redéformés à la chaleur et de pouvoir être modifiables en fonction de l'évolution. Après découpe de l'orthèse et renforcement des parties où la traction est maximale, on la fixe sur le pied du patient à l'aide d'un système de type velcro. Les orthèses d'orteil doivent être adaptées à chaque pathologie et réalisées avec précision, ce qui permettra d'obtenir un résultat antalgique et fonctionnel satisfaisant. Le confort et l'appréhension des cannes, on peut grossir les poignées avec des gaines d'isolation de chauffage. Que l'on peut éventuellement recouvrir de peau de cheval. Dans certains cas, on peut remplacer le rembourrage des poignets par des gants de cycliste qui sont rembourrés sur la face palmaire. On peut aussi rembourrer l'embrase pour éviter les points de compression douloureux. On rembourrera avec feutre et peau de cheval éventuellement. Pour diminuer les contraintes au niveau du poignet lors de l'appui, nous réalisons des poignets de cuir plus ou moins rigides sur mesure. Souvent, nous sommes amenés, en ce qui concerne les mains de polyarthrite rhumatoïde, de faire des moulages de canne adaptés pour permettre une meilleure préhension de la canne et éviter la déformation l'accentuation des déformations. Ce moulage se fera en thermomalléable, tel que l'excellite. Nous ramollissons l'excellite à 80 degrés. Une fois l'excellite ramolli, nous l'égouttons sur une serviette éponge, car ce sont les gouttelettes d'eau qui brûlent le patient et non pas le thermomalléable en lui-même.
Nous appliquons l'excellite sur la canne et moulons d'après la main du patient et de ses déformations. Donc moulage qui se fera grossièrement dans un premier temps. Donc ceci va stabiliser la main du patient et éviter des contraintes au niveau des autres articulations du membre supérieur. Voici par exemple une canne complètement finie. Ces deux cannes sont les cannes habituelles du commerce. À gauche, la canne anglaise. À droite, la canne à appui antibrachial, plus spécialement appelée canne pour arthritique. Nous avons effectué une recherche de compromis entre ces deux types de cannes à partir de cannes anglaises où finalement nous recherchons un axe intermédiaire pour répartir les contraintes. Donc vous voyez trois exemples d'évolution de la recherche avec le moulage en excellite et recouvert de peau de cheval. Et en dernier, un exemple d'adaptation sur la canne anglaise en respectant l'axe de départ de la canne anglaise, simplement avec une gouttière de soutien et un moulage de la poignée, toujours en excellite et peau de cheval. Lorsque nous nous trouvons en présence de syndrome cérébello-spastique, nous sommes obligés d'avoir recours à des déambulateurs particuliers pour permettre une autonomie de marche. Déambulateurs qui peuvent être adaptés au niveau des poignets éventuellement et mettre des adaptations d'un panier pour permettre de porter des charges. Alors ici nous voyons une autre sorte de déambulateur qui est beaucoup plus stable, qui encadre beaucoup mieux la personne, mais il est beaucoup moins maniable que le précédent et demande un déplacement beaucoup plus lent. Alors voici encore un autre déambulateur où nous avons effectué des petites adaptations, des moulages au niveau des mains identiques à ceux des moulages des cannes, avec un support antidérapant. Allez-y. Ce déambulateur permet de prendre appui pour se lever d'un siège et de le régler soi-même à la bonne hauteur pour marcher. Il est articulé. Avec un système de freinage sur l'arrière en fonction de l'appui pour éviter toute chute. Donc ce déambulateur est une étape intermédiaire entre un déambulateur classique et la marche avec les cannes. L'utilisation de cannes avec embout monté sur rotule augmente beaucoup la stabilité, quelle que soit la pente du terrain, quelle que soit l'inclinaison de la canne qui prend appui. Dans les paralysies des membres inférieurs, ceux-ci sont rigidifiés par des attelles. La déambulation s'effectue par la force des membres supérieurs, stabilisée par les muscles abdominaux et dorsaux. La marche varie selon la quantité d'appui autorisé. Dans le pas simulé, l'absence d'appui est contrôlée par la présence de la main sous la chaussure. L'appui contact se déroule sur un mode identique. En appui partiel, le pied est posé légèrement en arrière des cannes, réalisant un trépied stable. C'est la marche à 3 temps. 1, 2, 3. Lorsque l'appui total est autorisé, la marche s'effectue à 4 temps. 1, 2, 3, 4. Les aides techniques de marche doivent être solides, stables et sécurisantes pour l'utilisateur. L'adaptation simple de matériaux que l'on trouve dans le commerce permet d'augmenter leur efficacité et d'augmenter les capacités fonctionnelles de l'utilisateur.
Leur prescription est un acte médical, même la canne la plus simple, souhaitée par les uns, refusée par les autres, pérennise le handicap. Plaçons une bande inextensible au niveau du coude, comportant une faible longueur de part et d'autre de l'articulation. Lors de la flexion du coude, cette bande se décolle très rapidement. Plaçons maintenant une bande inextensible sur l'ensemble de la face postérieure du bras et de l'avant-bras. Lors de la flexion, on constate que cette bande se décolle plus tardivement que la précédente. La tension cutanée ressentie par le sujet est plus importante. L'immobilisation de l'articulation acromioclaviculaire ne s'adresse qu'aux entorses de type 1 et 2. Le positionnement préalable du blessé permet d'ajuster les bandes avec une traction modérée sur l'articulation acromioclaviculaire. La mise en place du contrefort, qu'il soit en mousse ou en feutre, est très importante, car c'est là que s'exercera le maximum de la force d'appui transmise par les bandes collées. La mise en place des bandes d'accrochage est très importante, car elles permettront le maintien de la contention entre le membre supérieur et le thorax. Nous plaçons ensuite des bandes pré-étirées qui seront placées entre la bande d'accrochage du bras et celle du thorax avec une convergence maximum et une tension maximum sur l'articulation acromioclaviculaire. Une fois terminée, la contention est recouverte de bandes aux extrémités qui évitent le décollement des bandes centrales. On peut tester l'efficacité de la contention en laissant pendre le membre supérieur et au moment où le bras se rapproche du thorax, la pression est maximum sur l'articulation acromioclaviculaire. Ce type de contention permet une utilisation correcte de l'épaule. Dans certaines atteintes neurologiques, une contention souple placée judicieusement pendant la séance de rééducation permet de compenser en partie la fonction perdue. Par exemple, dans une atteinte du sciatique poplité externe, se traduisant par une paralysie des muscles releveurs et valgisants du pied, une contention partant du bord interne du pied, puis passant par la face plantaire et remontant le long de la jambe, permet de placer le pied en position de correction et de le stabiliser lors de la marche. Une ou deux bandes de fixation sur la jambe renforcent le maintien de la première bande. Le geste fonctionnel sera ainsi rééduqué précocement dans l'attente de la récupération musculaire ou d'un appareillage plus important. Pour utiliser les contentions dans les problèmes fémoro-patellaires, surtout lors des instabilités latérales qui entraînent des douleurs aux principaux mouvements du genou. Pour cette contention, nous utilisons des bandes élastiques adhésives collées au niveau de la cuisse, de la face externe du genou et la face antéro-interne de la jambe. Nous plaçons la contention de telle façon qu'elle puisse, étant à la face externe de la rotule, repousser celle-ci au cours des principaux mouvements du genou. À la fin de la contention, nous utilisons des bandes horizontales plus larges qui maintiennent l'ensemble au cours de la marche. Nous pouvons observer ici le bon maintien de la rotule au cours de la flexion et de l'extension. La composante de réduction de la bascule rotulienne est objectivée par la flèche dessinée ici et permet de mieux comprendre le but de cette contention, rendant indolores les mouvements du genou dans les gestes de la vie quotidienne.
l'entretien masso-kinésithérapique de coxarthrosique se propose plusieurs buts. Participer à la lutte contre la douleur, maintenir une mobilité minimum utile, maintenir l'équilibre de la force et de la tension des muscles périarticulaires, prévenir les attitudes vicieuses, organiser l'hygiène de vie de ce malade et en particulier lui faire accepter l'usage de cannes, le préparer à la chirurgie. Il existe pour cela de nombreux moyens, la principale difficulté résidant dans la continuité des soins. Le massage. Il joue surtout au début un rôle important pour traiter les dystonies régionales. Il comporte en particulier l'abord très soigneux de la région péritrochantérienne. Comme ici, les points douloureux sont recherchés par une mobilisation simultanée de l'articulation au niveau de la gouttière ischio-trochantérienne, de la fesse et bien sûr aussi de la cuisse. Il peut être associé à une série de mises en tension isométrique suivies de relâchement des muscles abordés. Il peut être effectué également en suspension. Les postures, c'est une des meilleures façons de lutter contre les attitudes vicieuses et de conserver la mobilité minimum utile. Elles peuvent être simples ou associées à des mouvements, mobilisation passive appuyée pendant un certain temps, associées à des tractions comme ici, associées également à des massages. On combine ces associations techniques en fonction de l'état du malade. Tout ce travail peut être utilement effectué en piscine de rééducation, l'eau tiède apportant un élément sédatif supplémentaire. La succession de traction et de détraction semble être particulièrement efficace. Les contractions musculaires et l'entraînement fonctionnel. La sollicitation des muscles périarticulaires est effectuée pour entretenir l'équilibre de la force et de la longueur des groupes musculaires synergiques. C'est une autre façon de lutter contre les attitudes vicieuses. Elles permettent aussi en demi-charge de faciliter le rodage articulaire. Il faut faire un travail assez spécifique, des extenseurs pour lutter contre le flessum, des abducteurs pour lutter contre la rétraction des adducteurs, des rotateurs internes pour lutter contre l'attitude vicieuse en rotation externe, comme dans le cas présent. Ce travail peut utilement être fait en balnéothérapie du fait de la résistance de l'eau au déplacement des segments. En conclusion, le traitement masso-kinésithérapique doit être mis en place le plus tôt possible, car il a surtout une action préventive. Il n'empêchera probablement pas l'aggravation, mais permettra peut-être de la contrôler. Si la chirurgie s'avère nécessaire, le malade y arrivera peut-être plus tard, mais surtout mieux préparé. Ce traitement entre parfaitement dans le cadre de la crénothérapie et de la thalassothérapie, qui constituent des traitements relais d'une action qui doit être nécessairement continue.